Sauf que c'est pas vrai. Ne rien faire, c'est permettre à ce qui est en marche déjà de continuer. Si je pose un verre d'eau sur le bord d'une table, si tu pousses le verre d'eau, il va tomber, d'accord? Si je pousse dans l'autre sens, il ne tombera pas. Si je ne fais rien, vu que tu le pousses, il va tomber quand même. Et c'est exactement ça le statu quo. C'est juste... La confrérie du temps. Ils ont détruit l'histoire, à vous de la réparer. Bonjour, moi c'est Mathieu de Ludiconcept. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Et si la France disparaissait? Et si elle n'avait jamais existé? Et si vous étiez les seuls à pouvoir empêcher ça? Bienvenue dans la Confrérie du Temps, un jeu dont vous êtes le héros à mi-chemin entre le roman interactif, l'escape game et le jeu de société. L'Ordre des Alignés, une organisation secrète, manipule le temps pour transformer l'histoire à son avantage. Leur but, prendre le contrôle du présent. Votre mission, rétablir le cours de l'histoire en résolvant les dystopies que les alignés s'efforcent de créer. Pour cela, vous serez aidé par Albert Robida, un célèbre inventeur génial, et sa Temporalis Machina. La ville de Compiègne est votre terrain de jeu, vous pourrez l'explorer librement, mais également rencontrer des figures historiques comme par exemple Jeanne d'Arc ou encore Napoléon et bien d'autres personnages dans les 4 époques à visiter que vous propose le jeu. Mais gare aux alignés, car dans l'ombre ils tirent les ficelles et ils vont vous faire subir de la menace temporelle. Pendant la partie, vous trouverez des objets que vous placerez dans votre sac à dos, ils vous aideront dans votre aventure. Vous trouverez également des indices qui vous aideront à résoudre les dystopies. Et vous aurez toute une série d'énigmes à résoudre. Quant à la règle du jeu, elle est sous la forme d'un tutoriel pour vous expliquer la règle en même temps que vous jouez. Alors la Confrérie du Temps, c'est un projet qui est un petit peu particulier pour nous, parce que Ludiconcept, c'est un éditeur indépendant. On est une équipe de 6 auteurs et illustrateurs à avoir travaillé sur le jeu. La majorité sont salariés de Ludiconcept, et le jeu est fabriqué en Espagne, et il est également certifié FSC, qui est un label éco-responsable. Pourquoi? Parce qu'on défend une autre manière de faire du jeu de société, une manière qui soit plus juste pour les créateurs et également plus ambitieuse pour les joueurs. On veut créer des œuvres culturelles, des jeux qui aient un parti pris et qui proposent quelque chose de différent de ce qui existe déjà. Et on espère que vous serez sensible à cette démarche. Vous pouvez acheter le jeu en vente directe sur ludiconcept.fr. Le jeu est à tirage limité puisqu'on a édité seulement 500 boîtes. Vous pourrez également le retrouver à Compiègne puisque la ville de Compiègne est partenaire du jeu. Si vous aimez les énigmes, les histoires qui vous embarquent vraiment et les jeux qui prennent le temps de se vivre, alors la Confrérie du Temps est faite pour vous. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence qui va parler des médias ludiques face au sujet de société. J'ai avec moi Paul Gara du podcast Le Point de Paul Gara, ça va bien? Écoute, ça va très bien, merci. Tu es cofondatrice de l'association Safe in Game et membre du jury de Lizzie Maggie, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Merci d'être avec nous. Donc juste, Safe in Game, c'est l'association qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu ludique, pour resituer. Voilà. Parfait, merci beaucoup de le préciser. Et puis on est avec Jérémy également. Jérémy, comment tu vas? Ça va bien? Eh bien ça va bien, et pour être tout transparent quand même, je suis donc le Media Punchboard qui organise ce festival. Bien sûr. Donc je peux être aussi jugé parti, donc attention. C'est vrai. C'est vrai. Merci de participer, de m'avoir permis de host cette conférence. On va commencer directement avec toi, Paul Gara. Je t'appelle Paul Gara tout le long, ça te va? Allez, parfait. Tu as consigné la tribune sur le Codenames Harry Potter. Oui. Un texte qui dit en substance que produire ou acheter ce jeu, c'est exclure les personnes transgenres de la table. Raconte-nous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe de la critique de jeu à la signature d'une tribune? Parce que en fait dans le jeu de société, je vais faire le petit truc facile de dire il y a société, mais c'est pas que ça, c'est que en fait on ne peut pas considérer que ok, quand on a une table de jeu, on va nous dire c'est le cercle magique, on n'est pas dans la vraie vie, on fait ce qu'on veut, etc. Et ça n'a pas d'incidence sur le réel, on peut déjà en discuter. Mais quand bien même, une fois que la partie est terminée, les gens qui jouent, les joueuses, les jeux, les acteurs, actrices ludiques, ceux qui font les jeux, eux, ils vivent dans un monde réel qui est un monde soumis à des règles économiques, commerciales. Ils peuvent pas ignorer que
leurs jeux sont aussi porteurs d'un propos, s'inscrivent dans des courants des évolutions sociales. Or, pourquoi on a fait, voilà, si on prend le cas particulier de la Tribune, c'est parce que c'est quand même des cas qui sont très documentés aujourd'hui, des actions de J.K. Rowling transphobes, puisqu'elle consacre même une partie de ses revenus à financer des actions de lobbying anti-trans, avec des conséquences réelles pour la vie des personnes. Or, aujourd'hui, quand tu choisis de faire un jeu à licence Harry Potter, bah forcément, tu vas lui payer des royalties. Et quand tu lui payes des royalties, tu finances indirectement ces actions. Donc, il y a une réalisation concrète, il y a un lien réel entre notre acte d'achat et les conséquences pour la vie de personne. On peut prendre le même exemple avec Terraforming Mars et la famille Frixelius, avec Frix Games. Terraforming Mars, c'est un jeu qui est adoré, qui vient de faire une campagne de financement participatif pour le Legacy. La famille Frixelius est une famille donc suédoise où il y a le CEO de Frix Games et puis l'auteur du jeu, et puis aussi toute la famille travaille dedans en fait, qui sont publiquement connu pour soutenir l'extrême droite suédoise. Le CEO a eu des propos transphobes également, anti-immigration, très très violents. C'est documenté, tout est sourcé. Enfin voilà, moi je tiens toujours à disposition des gens les extraits. Et donc quelque part, quand vous faites le financement participatif, sachez que vous donnez indirectement de l'argent à l'extrême droite suédoise. Je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Enfin, l'idée c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de bien comprendre au moins d'être éclairé, d'avoir les informations. C'est aussi le rôle d'un média. C'est pas juste de dire c'est génial, c'est beau, l'illustration est belle, j'ai super aimé ma partie. Non. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais on peut aussi avoir envie d'informer, d'être plus dans un rôle informatif, parce qu'on a les infos que tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller chercher. Et donc, c'est de les partager pour que ensuite, chacun met son curseur personnel, éthique, où il en a envie, et il en tire des conséquences qui lui sont propres. Et voilà. Et la Tribune Harry Potter, c'était vraiment pour alerter là-dessus. Surtout que, je crois qu'on se rend pas bien compte, mais aux États-Unis, l'impact a été bien plus fort qu'en France. Enfin, je veux dire, là, on a vu tous les acteurs. C'était juste avant la Gen Con, en plus, que ça a été annoncé. Enfin, je veux dire, il y avait aucun doute sur le mouvement qu'il y a eu aux États-Unis versus en France, où les gens sont très frileux sur ces sujets, vraiment très très frileux. Et donc, c'était aussi montrer que en France, il y a aussi des personnes qui se soucient des conséquences de leurs achats, parce qu'on peut pas se plaindre en permanence du système capitaliste et à un moment refuser de s'emparer du petit pouvoir qu'on a encore, c'est-à-dire celui de par un refus d'achat, par un boycott, comme ça s'appelle, qui n'est pas illégal. Le boycott n'est pas illégal, c'est le refus de vente qui est illégal en France, mais le boycott il n'est illégal que s'il était appelé à être fait sur des considérations de race, de religion, etc. Évidemment. Mais sinon c'est pas du tout illégal. Et montrer aussi qu'on est présent et qu'on a aussi ces problématiques, parce que les problématiques éthiques sont des problématiques qu'on retrouve dans tous les pays quand on discute avec des médias d'autres pays. On retrouve des interrogations communes pour connaître un peu les membres du jury du Spiel. C'est aussi des problématiques qu'ils envisagent. Ils organisent les journées de la critique. C'est des sujets qui étaient abordés aux journées de la critique à Berlin l'année dernière. Donc c'est pas des problématiques. On n'est pas tout seul en France à se poser des questions métaphysiques sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, ou comment informer, comment traiter les sujets. C'est des problématiques qui sont partagées par l'ensemble de la communauté des joueuses en dehors de nos frontières. Donc c'est aussi important qu'on s'en empare, parce qu'en plus en France on est quand même un gros marché du jeu de société. Enfin c'est pas si on compare même en Europe, je pense qu'on est même peut-être on a un marché qui est très très important. On est le premier marché en Europe et il me semble qu'on est le deuxième au monde, derrière les États-Unis, je crois. Pour compléter, on peut dire que donc le jeu Conan Harry Potter est sorti fin mars, le 25 mars, il me semble, quelque chose comme ça, à vérifier, et que Yellow a fait le choix, donc qui est le distributeur en France du jeu, de ne pas communiquer du tout sur le jeu. Pour les avoir contactés à l'époque justement pour les interroger sur le sujet, ils m'avaient répondu donc qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur ce sujet. Donc il reste. Et pour rester aussi, pour compléter ce que tu disais sur le côté contextuel du jeu de société, on a fait nous une exposition sur les jeux dans la thématique et le journalisme. Ça démarre de 1920 jusqu'à 2026 et on se rend compte exactement que les jeux de société racontent son époque. Il s'inscrit dans une époque aussi bien dans ses thématiques, c'est-à-dire la manière dont il raconte son sujet,
mais aussi dans ce qu'ils proposent en termes d'expérience, etc. Et on ne peut pas nier que aujourd'hui, il y a énormément de thématiques qui sont abordées, sociétales, et donc forcément que le jeu de société est impacté de plus en plus. En tout cas, on ne peut plus faire comme avant où on était dans notre petite bulle du monde ludique. Complètement. Et vous parlez de boycott, on y reviendra juste après, bien sûr, avec d'autres questions. Toi, pour toi, Jérémy, la couverture de l'usine Game in France a été unanimement enthousiaste. Toi qui organise un festival où tu invites des médias et des acteurs du secteur, est-ce qu'on peut couvrir honnêtement des gens qui nous invitent? Alors, ça dépend comment on est invité. C'est-à-dire que normalement, si on t'invite dans le sens tu as accès à, par exemple, à l'inauguration, c'est pas la même chose que si on te paye le trajet, l'hôtel, etc. Ce qui s'est pratiqué par le passé. On a par exemple sur la première croisière ludique à l'époque, tous les médias qui ont été conviés, la majorité de ce que je sais en tout cas de l'époque, ont été défrayés, etc. On a eu pareil, je sais plus quel éditeur, mais qui avait fait une journée pro au Portugal. Et pareil, énormément de médias avaient été... Il y avait la journée aussi de course auto là, organisée par Asmodée. Oui, le GP Explorer où Asmodée a invité donc énormément de gens aussi, de médias. Et pour le coup, là, il n'y avait même pas de couverture sur un sujet de jeu, c'est-à-dire sur regarder, on vous propose notre nouvelle ligne, le line-up de fin d'année ou autre. C'était vraiment du pur cadeau. Et donc, comment on peut être encore indépendant quand on est invité à un événement comme ça, qui est aussi important, et pas que dans le monde du jeu. Là, pour le coup, c'est important. Le nombre de gens qui y ont été ou qui ont eu envie d'y aller, d'être dans un endroit VIP, etc. Donc voilà, c'est pour moi, c'est la distinction. Elle est plutôt de si on me donne accès à un événement pour que je puisse le couvrir et faire mon travail de média, c'est pas la même chose que si je suis, on me paye le repas, on me défraie, etc. Et là, effectivement, ça devient difficile, si ce n'est de garder la tête froide, mais aussi de faire son vrai travail, qui n'est pas de s'enthousiasmer pour un projet, pour un oui ou pour un non, mais qui est de couvrir un événement en interrogeant et en donnant faire un équilibre en fait. Game in France par exemple, beaucoup de gens disent que c'est génial, etc. Mais ça c'est les organisateurs, les fondateurs qui en parlent. Mais pareil, on pourrait se questionner. Personne s'est questionné par exemple qu'un des actionnaires principaux est un groupe média de la région qui est notamment qui a organisé en grande pompe la soirée. C'est le journal, alors j'ai oublié le nom, pardon, mais l'Est républicain. Donc voilà, donc tout ça, c'est des questions légitimes. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Ça veut juste dire que aucun média, notamment dans ceux qui ont été invités, n'ont couvert l'événement de manière autre que, voilà quoi, et c'est plus ça, moi, qui me questionne. En fait, sur cette question-là, qui est encore un peu balbutiante, parce que je pense que la difficulté qu'on va avoir en fait, il y a deux aspects. Il y a l'indépendance financière, et c'est aussi ce dont tu viens de parler, et on a une problématique, et dans le jeu de société, on a quasi pas de média qui est indépendant financièrement, parce qu'il n'y a pas l'argent en fait, il n'y a pas, les gens ne sont pas prêts à payer pour s'abonner à des contenus, etc. C'est pas une pratique qu'on va avoir en France. C'est une pratique qui est déjà beaucoup plus développée aux US, où ils ont la culture du tips, du fameux tips. Nous, on n'est pas du tout, c'est pas du tout notre culture, donc on n'est pas du tout dans ce genre de considération. Donc on a de toute façon des médias qui sont souvent non professionnels, qui font ça parfois en plus d'une autre activité. Et pour qui c'est un enjeu de pouvoir se déplacer, aller en festival, aller couvrir un événement, et qui donc de toute façon vont se heurter à un moment à une réalité économique qui fait que oui, on va accepter d'être payé tout parce que sinon on ne le fait pas, quoi. Donc c'est aussi une sorte d'équilibre à trouver. Ensuite, en dehors même de l'indépendance économique qui est un sujet, il y en a un autre qui pour moi est presque plus insidieux, c'est l'indépendance, j'avais envie de dire amicale, parce que comme on l'a dit, c'est un petit secteur, tout le monde se connaît, on connaît très vite les gens, en plus c'est un secteur où on devient vite
amis entre guillemets, ou en tout cas on parle facilement avec les gens, on va facilement boire des coups, manger, et donc on a des biais humains parce que on peut être média et en fait avoir envie d'avoir des amis dans la vie, et en fait ces biais-là ils sont énormes, mais ils sont pour moi bien plus forts que tous les liens de dépendance économique, parce que les liens de dépendance économique c'est quantitatif. On peut les documenter. On peut voir que ton billet d'avion ou ton déjeuner, il a été payé par Bidule, tu as un élément comptable, on ne peut pas dire le contraire. En revanche, de te dire machin, c'est mon super pote depuis 15 ans, on part en vacances ensemble et il m'invite parce qu'en fait lui il se dit c'est mon pote ou ma pote et tu viens avec moi et t'as pas envie, c'est ton ami, donc naturellement tu as tendance à avoir plutôt de l'empathie, beaucoup plus d'empathie, tu vas pas lui casser la baraque. Évidemment ce biais-là, il est matériel, tu ne peux pas le prouver en fait, et tu n'en as même pas toutefois confiance, enfin tout le temps conscience. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent, et je le dis d'autant plus que j'ai ce biais, mais énormément. Enfin, je le dis tout à fait, j'en suis tout à fait consciente, je le reconnais, et en même temps, est-ce que tu peux faire autrement? Enfin, le biais économique, tu pourrais te dire, on peut s'en débarrasser. Le biais humain, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est absolument impossible. Oui, et puis il y a une petite chose que je voulais rajouter, c'est que en fait, il y a sur le côté le volet humain, évidemment, on peut pas ne plus être ami avec des gens avec qui on est ami. Ça, c'est compliqué. C'est une question qui se pose. Hein. Par exemple, pour toi qui interviews des gens, est-ce que après tu peux dire du mal d'un jeu de quelqu'un que tu as interviewé? Tu vois, il y a des choses qui commencent à entrer en considération. Mais nous, par exemple, sur le côté, économique, on est une association et on a donc des comptes. Et par exemple, les jeux qu'on va faire gagner aujourd'hui au festival, donc c'est des jeux envoyés par les éditeurs, et on a un reçu fiscaux qu'on a donné en contrepartie. Ça rentre dans notre compta et rien n'est... Voilà, il n'y a pas de boîte fantomatique, quoi. Merci tous les deux pour ces belles réponses. Je vais repartir du coup sur le boycott. On en parlait au début de la conférence. Ce printemps, vous l'avez tous vu, l'appel au boycott des produits liés à Vincent Bolloré a atteint Skyjo. 6 millions de boîtes vendues, un jeu familial par excellence. Est-ce que les médias ludiques devraient en parler, devraient-ils prendre position? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? En parler, nous par exemple, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps, mais d'ailleurs avec Paul Gara, on avait fait une vidéo il y a 3 ou 4 ans sur la concentration dans le secteur ludique, puisque c'était au moment, je crois, du rachat, c'est au moment où Vincent Bolloré justement commençait, racheter Hachette, et Hachette appartient donc à Gigamic, BlackRock, etc. Skyjo, il appartient pas à Bolloré puisqu'il est distribué par BlackRock, donc en fait, il n'est pas vraiment dans le giron Bolloré, donc c'était entre guillemets un mauvais exemple dans ce sens-là. Mais oui, ça demande toujours à se dire à quel point on doit donner des informations, pas pour moraliser les gens, parce que c'est pas notre... moi je pense que c'est pas le travail des médias de dire vous devez ou vous ne devez pas, mais plutôt une fois de plus de les informer, de dire ayez conscience que... Parce qu'il y a des gens qui aiment Bolloré, qui sont de son idéologie, etc. Donc pour ces personnes-là, évidemment que ça n'a pas de sens de tenir un discours moralisateur, quoi. Donc c'est plutôt l'idée de rappeler que ces grands groupes appartiennent à des gens qui sont actionnaires, et que parfois ce sont des actionnaires qui ont des projets politiques, des projets de vie en société. Et c'est donc de savoir est-ce que c'est des projets qu'on veut soutenir ou pas. Et donc pour ça, je pense qu'on doit le rappeler. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque jeu qui appartient à Gigamic ou à BlackRock ou autre, il faut le rappeler? Non, parce qu'une fois de plus, je pense qu'il y a une nuance entre ce qui est direct, ce qui va directement dans sa poche en tant qu'actionnaire, et ce qui est on va dire, de l'à côté, quoi. Ouais, c'est un sujet qui est très intéressant, le cas Bolloré, parce que effectivement c'est quelque chose qu'on s'autorise de plus en plus à rappeler, que Hachette Board Game en fait c'est Bolloré. En tout cas moi j'essaie de le redire régulièrement, au moins pour que l'information, comme tu dis, c'est vraiment passer l'information. Ce qui est très aussi étrange sur ce sujet, c'est les résistances, non pas tant des joueuses, mais des gens du milieu et des gens qui travaillent dans ces groupes et qui
globalement, je ne soutienne pas forcément Bolloré en temps, mais qui, eux, le prennent très personnellement, en fait, se sentent attaqués. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui se sentaient attaqués par ces campagnes de boycott. On pourrait en discuter en fait là-dessus du fait que ce soit des employés qui aillent défendre leur patron. En fait, ne faites pas ça. Hein. Vous n'avez pas à défendre vos patrons, surtout dans des gros groupes comme ça. Ils ont des services com pour gérer. N'allez pas prendre les balles à leur place. On a l'argument de oui, mais nous on est des passionnés et tout. Oui, mais ça n'empêche pas, ça n'a aucun rapport. Et c'est un sujet qui est totalement tabou, je trouve, avec les professionnels du secteur. Dès qu'on y met, alors que sur d'autres sujets, ils auraient aucun problème et ils trouveraient que des appels au boycott dans d'autres secteurs sont tout à fait normaux. Dès qu'on parle de ce sujet-là en particulier, on a des réticences folles. Moi, j'ai vu des commentaires où je suis vraiment tombée de ma chaise sur comment dire, une volonté de ne pas voir. Et je peux comprendre parce que on se pose tous la question de quand on travaille, on a tous bien obligé de travailler, on a tous des contraintes économiques, on travaille pas forcément pour un truc qui est parfait, idyllique et qui va rendre le monde meilleur. À titre personnel, moi je travaille dans un secteur qui rend pas du tout le monde meilleur non plus. Hein. Je travaille dans une banque, hein, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc et c'est une question qu'on peut se poser à titre perso, en fait, dans nos parcours personnels, mais dans le secteur ludique, on a vraiment une énorme résistance. On a aussi l'argument tout le temps de ça représente tellement rien dans son empire, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est pas de savoir si c'est parce que on vend plus de Skyjo ou même si c'est pas le bon exemple, ou plus on va acheter plus de jeux gigamiques qu'on va permettre plus à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. C'est pas le sujet. Le sujet, il est de dire que en valorisant les produits de cette personne, indirectement, on valorise sa réputation. En fait, on lui donne une forme de crédit, de qualité. Est-ce qu'on a envie de faire ça? C'est des vraies questions. Ce qui est sûr, c'est que de ne pas vouloir aborder le sujet, c'est sûrement pas la bonne réponse. C'est des sujets citoyens qui doivent être mis sur la place publique. On doit avoir le droit d'en parler, on a le droit de pas en être d'accord. On doit avoir le droit de pas être d'accord aussi sur le sujet, sur la façon. On n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'a pas non plus tous les mêmes moyens de résister. Faut le reconnaître. Il y a des sujets sur lesquels on peut peut-être plus facilement résister tout. Après, si tu me demandes à titre personnel, moi aujourd'hui je me pose la question de savoir si j'ai encore envie d'acheter des jeux qui viennent de cette sphère-là, mais de la même manière que je me dis qu'il faut que j'arrête mon abonnement Spotify, de la même manière que j'ai désactivé mon compte Twitter à un moment, mais tu peux te poser et c'est des sujets pour tout dans notre vie en fait. Je dis pas qu'on va être parfait parce que ça aussi il y a le fameux argument de la pureté militante qui nous est renvoyé régulièrement. Ah oui, mais tu viens faire la leçon, mais en fait regarde, tu fais ça, t'as un iPhone, t'as ci, t'as ça. Oui, on ne parle pas de bien sûr de la perfection dans un monde où qui est très mondialisé, où on a très peu en réalité de pouvoir d'action à notre échelle individuelle. Donc c'est bien sûr le combat collectif qui l'emportera. Mais c'est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout aborder les sujets. C'est sûrement pas la bonne réponse. Et juste une petite précision. Le boycott qui a été demandé pour Skyjo ne vient pas du monde du jeu. C'est d'abord des gens qui ont demandé le boycott de tout ce qui concernait les autres entreprises et les autres produits, je sais pas comment dire, de tous ces actifs, qu'on va dire ça comme ça. Et in fine, en descendant dans la hiérarchie de toutes les entreprises qu'ils possèdent, il y a eu à un moment Hachette Board Games, et donc le sujet des jeux de société est arrivé sur le tapis, mais il n'est pas arrivé par le monde ludique. Est-ce que en parler suffit? Est-ce que pour vous, parler de ces sujets au grand public, notamment pour être dans l'actu ce matin, le passe-temps qui fait un réel sur Instagram, pour parler justement des jeux qui peuvent être différents de l'Empire de Bolloré, des remplacements de jeux, est-ce que on va arriver à un point où, comme les acteurs, réalisateurs, actrices à Cannes, une tribune va sortir. Est-ce que si ça sort un jour, est-ce que vous serez d'accord de la signer? Et si oui, pourquoi? Alors, nous, on se pose la question en tant que média associatif indépendant, toujours de est-ce qu'à un moment, on devra devenir militant? C'est-à-dire que pour l'instant, on fait la distinction entre notre média, parce qu'on est plusieurs, on est 3, et l'individuel, ce qu'on pense
et ce qu'on fait en dehors de notre média, qui n'engage que nous et ce qu'on pense du monde dans lequel on vit. Donc pour l'instant, nous, on a choisi d'essayer d'équilibrer nos sujets et de ne pas prendre parti stricto sensu, c'est-à-dire au sens vraiment militant, même si évidemment que à partir du moment où on s'exprime, il y a une hiérarchie de l'information, on fait des choix, et donc forcément que dans ces choix, on peut retrouver une forme déjà politique, etc. Malgré tout, on essaye le plus possible de la gommer parce que, je reviens à ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens aient, c'est pour ça que je parlais d'équilibre, c'est qu'ils puissent se faire une idée, avoir des infos, et pour moi, ils sont intelligents, ils sont capables de réfléchir et de faire leur propre choix là-dessus. Donc pour l'instant, non, on n'irait ni sur une tribune ou quoi, sauf si vraiment à un moment, on parlait de résistance, etc. Il y a un moment, les outils que l'on a peuvent servir aussi, ce sont des moyens citoyens de s'exprimer, on est citoyen aussi, et donc oui, peut-être qu'à un moment, on sera obligé d'aller vers là. Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'a pas fait ce choix encore. Moi, à titre personnel, je suis clairement militante. Je veux dire, c'est quelque chose qui est assumé dans le contenu que je produis, clairement. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Pour moi, il y a la situation qui est très particulière, c'est qu'on a une urgence. Dans moins d'un an, on a une élection présidentielle qui est quand même, très clairement, qui est très anxiogène, je pense, pour beaucoup de personnes, en tout cas celles qui ne sont pas dans la mouvance Bolloré. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie. Et en fait, je pense que c'est une question de pas le choix. On va plus avoir le choix à un moment. On peut plus avoir le choix de la neutralité. C'est trop facile. En fait, ça rejoint la question du statu quo. Ne rien faire. Ne rien faire, c'est ne pas prendre parti. Sauf que c'est pas vrai. Ne rien faire, c'est permettre à ce qui est en marche déjà de continuer. Je vais reprendre un exemple que j'avais déjà donné, je sais plus à quelle occasion. Si je pose un verre d'eau sur le bord d'une table, si tu pousses le verre d'eau, il va tomber. D'accord? Si je pousse dans l'autre sens, il ne tombera pas. Si je ne fais rien, vu que tu le pousses, il va tomber quand même. Et c'est exactement ça le statu quo. C'est je ne fais rien, je dis je ne prends pas parti, sauf qu'il y a quand même un mouvement qui va se faire et qui va... Donc ensuite, c'est son questionnement personnel. Est-ce qu'on a envie de s'inscrire dans du militantisme plus? Est-ce qu'on a envie de prendre les outils dont on dispose pour lutter, pour résister? C'est une question plus citoyenne, effectivement, que en propre au fait d'être un média ludique. Mais ça, manifestement, c'est une question qui est aujourd'hui posée. Pour moi, on va plus avoir le choix longtemps. C'est plus possible. C'est plus possible de considérer qu'on c'est hors du monde et que ça n'existe pas et que ça n'a aucune incidence. C'est pas tenable, je pense, sur le long terme. En fait, c'est peut-être quelque chose qui était acceptable à une autre époque où on n'avait pas les mêmes tensions politiques. Mais aujourd'hui, on est dans une urgence, pour moi, démocratique en France qui est telle qu'il va falloir, à un moment, choisir son camp. Justement, vous parliez prendre parti, ne pas prendre parti, la neutralité, c'est des mots qu'on a entendus là sur vos réponses. Je vous propose de partir là-dessus, de partir sur une question par rapport à la neutralité. Quand un média ludique revendique sa neutralité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça existe? Justement, vous parliez de la citoyenneté, du fait qu'on est un média ludique. Où est la barrière? À quel moment on se revendique? Et est-ce que ça existe vraiment pour vous dans le média ludique? Alors, je pense que non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et moi, à titre personnel, je ne la souhaite pas. Enfin, je trouve pas ça souhaitable. Je pense qu'il faut assumer ses choix, il faut assumer sa subjectivité. La seule exigence qu'on puisse avoir, c'est d'être transparent. C'est la transparence. Parce que la transparence, le fait de dire que machin est ton ami, que tu as été financé pour ça, que tu n'as pas joué à ce jeu alors que tu vas en dire du mal, ce genre de choses, c'est juste être transparent. On n'est pas forcément habitué parce qu'on a toujours, on a aussi culturellement en France, on n'aime pas trop rentrer dans certains sujets, notamment les sujets financiers. Je pense qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus facile d'être transparent là-dessus sur les questions financières. Mais je pense que si on est transparent, on donne l'information nécessaire aux personnes qui nous écoutent pour faire la part des choses. On considère quand même que ils sont capables de comprendre les implications du fait de, je sais pas, d'avoir une dépendance économique, une dépendance, des liens d'amitié, etc. Donc, je pense que si on est transparent, on peut pleinement assumer sa subjectivité. Et moi, ça me paraît beaucoup plus tenable en tant qu'être humain
que de vouloir se placer dans une posture de neutralité qu'on est de toute façon incapable de garantir en réalité. Parce que notre fonctionnement même cérébral est bien trop complexe pour qu'on puisse, qui serait assez fort pour dire qu'il n'a aucun biais, qui n'est absolument pas, que les événements extérieurs ne l'influencent pas. Je trouverais ça, je renvoie à tous les podcasts sur la métacognition, ce n'est pas possible en fait. Enfin voilà, donc autant l'assumer pleinement et en tirer la conséquence, être transparent, s'appliquer aussi à soi-même ce qu'on exige des autres. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Pour moi, la neutralité est plutôt marketing quand elle est affichée ou annoncée que réaliste. Parce que moi, tout à l'heure, je parlais du fait que nous, on décidait d'équilibrer nos sujets. Équilibrer, ça veut pas dire neutre. Les sujets sont pas neutres puisqu'on parle de faits. Même quand on parle des jeux, c'est pas neutre. Quand on parle des gens du secteur, même quand on les interviewe, on choisit des questions. Donc c'est pas neutre non plus, parce que la manière dont on les pose, comment on écrit notre interview, etc. Donc non, c'est plutôt quelque chose qui est censé, pour moi, sécuriser ou rassurer les gens qui financent les médias, c'est-à-dire les professionnels du secteur qui entendent un influenceur ou un média prescripteur dire « Ah non, mais ici, vous inquiétez pas, on est neutre ». Etc. Mais évidemment que c'est faux. Tu dirais que c'est un peu une protection pour ton média associatif, de justement, de temps en temps, promouvoir la neutralité. Est-ce que c'est une protection autant qu'une posture vis-à-vis des éditeurs, du public, des gens que tu côtoies du secteur? Pour les médias, les autres médias, oui, c'est sûr. Pour moi, nous à Punchboard, par exemple, on s'est toujours revendiqué de ne pas être neutre dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Mais une fois de plus, neutre, nous on n'est pas militants, par exemple. Notre subjectivité, on la met pas. Ça veut pas dire l'absence de subjectivité dans ce qu'on choisit de traiter. Là, il y a de la subjectivité, puisque si je choisis de traiter, par exemple, j'ai fait un sujet sur Fashorama. J'ai choisi de parler de ce sujet-là. Mais si tu regardes la vidéo sur le Fashorama, elle est équilibrée. Je parle autant de ceux qui étaient dans la polémique, ceux qui l'ont créé, etc., etc. Donc l'idée, elle est plus là, pour moi. Mais oui, dans ce que je constate, dans les gens du secteur, les médias, très souvent, ceux qui s'annoncent neutres ou qui essayent de le faire paraître ont des intérêts économiques derrière. Toi, Paul Gara, tu proscris les faux arguments marketing dans tes critiques. Est-ce que la neutralité, c'est le même genre d'objet, un confort qui masque un choix pour toi? Je saurais pas dire si la neutralité, ça vient des mêmes problématiques. Après, ce qui est sûr, c'est si on revient sur les faux arguments, c'est parce que souvent, ce sont des arguments marketing qui sont beaucoup plus dictés par ceux qui produisent les jeux que par ceux qui jouent. Donc, par exemple, oui, c'est facile à expliquer, c'est rapide à jouer. Oui, mais enfin, si ça dure 15 minutes mais que c'est nul, je préfère jouer à quelque chose de 2 heures qui est bien, en fait. Enfin, voilà, c'est pour dire. En fait, ce sont des arguments qui sont vides de sens. Moi, j'ai constaté récemment, pour en avoir discuté avec des éditeurs, parce que, en fait, j'ai pas mal d'éditeurs que je connais bien, avec qui je suis amie. Ils m'ont dit, c'est que ils font des fiches toutes faites, et quand ils font les présentations de jeux, par exemple dans les festivals, dans les cadres de rendez-vous pro, en fait, ils ont des fiches toutes faites, et tu t'aperçois que les mots-clés, c'est des mots que tu vas retrouver dans tous les contenus qui vont sortir après. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est des arguments neutres, c'est des éléments neutres de langage, mais en fait non, puisqu'ils ont été dictés en réalité par une autre personne, ils sont repris, donc en plus, en faisant ça, ça anéantit la pluralité des points de vue. Donc c'est comme ça que tu arrives à entendre des trucs qui sont totalement faux sur des jeux. Enfin, des jeux qu'on présente comme des jeux de pli qui ne sont pas des jeux de pli, parce qu'à un moment, on a décidé que c'était hype de mettre des jeux de pli dedans, donc on te l'a mis dans le descriptif et tout le monde le reprend, sans s'être posé la question de savoir si c'était vraiment ça ou est-ce qu'on pouvait pas avoir une autre analyse. Donc c'est plutôt ça, enfin, c'est un peu là-dessus que sur les faux arguments,
je pense qu'on le vit tous, hein, le marketing, c'est un fléau. Enfin, je veux dire, je comprendrais bien que des gens soient obligés de faire du marketing pour vivre, mais en tant que consommatrice, moi, je le vis comme vraiment une agression permanente à mes capacités de réflexion. Enfin, je trouve que ça anesthésie vraiment le cerveau. Et ça fait partie. Et donc, tous ces arguments, tout ce vocabulaire qui est très scripté, qui est très repris, qu'on entend tout le temps. Si tu n'as pas aimé, c'est parce que tu n'es pas la cible. Pardon, enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Soit le jeu il est bien, soit il est pas bien. À la limite, enfin voilà. Mais non, il n'y a pas d'histoire de cible. Enfin, surtout quand on te dit ça à ta grand-mère, je veux bien. Mais quand on te dit ça à quelqu'un qui fait beaucoup de festivals, qui joue à beaucoup de nouveautés, et tout, ça n'a aucun sens en fait. Enfin, ça ne peut pas exister. Et j'ai même envie de dire que c'est un faux argument parce que quand tu es la cible de quelque chose, tu es beaucoup plus exigeant sur le produit fini. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est des choses qui ont l'apparence de la neutralité, mais qui en fait ne le sont pas parce qu'elles sont insufflées, elles sont dictées en fait presque à ton subconscient, et puis on les a tellement intégrées, on les a tellement entendues qu'on les recrache. Et ça m'arrive moi aussi de ressortir des trucs marketing parce que comme tout le monde, je suis conditionnée, je veux dire, mais toujours essayer de se poser la question. C'est pour ça que c'est bien aussi de prendre du recul sur ce qu'on produit. Le problème aussi, c'est qu'on est dans un temps où tout se fait en instantané. Et les personnes ne prennent jamais de recul sur ce qu'elles ont ressenti pendant une partie. Je parle pas de rejouer, c'est pas du tout la même chose, mais prendre du recul sur ses propres sensations, ou alors au moins de le dire, c'est un avis à chaud, je sors de la partie, etc. Et voilà, et on le fait tous aussi, mais prendre du recul et réfléchir de pourquoi on dit les choses, pourquoi on a eu des sensations, afin d'éliminer tout ce qui a pu être le conditionnement qu'on a tous, parce que on regarde à peu près tous les mêmes contenus, les mêmes médias. Merci beaucoup pour cette réponse qui était très claire. Je pars sur un autre sujet. On va parler du coup de VSS. Je vais commencer par une question à Jérémy parce que tu as sorti une... Innocent. tu as toi-même consacré une vidéo à une affaire de VSS dans le milieu, l'affaire autour de l'auteur de Skate Team, pour ceux qui voient de quoi on parle. Tu as fait des choix précis, ne pas détailler les faits, ne pas citer les accusatrices, pardon, en faire un cas d'école. Explique-nous ce choix. Qu'est-ce qu'un média peut dire, qu'est-ce qu'un média ne peut pas dire quand il n'y a ni plainte connue, ni décision de justice? Alors, il y a d'abord la loi de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Et ensuite, il y a, nous, le choix qu'on a fait, c'était plutôt de parler du secteur. On voulait voir comment un cas comme ça, qui pour nous était, alors c'est pas beau ce que je vais dire, mais qui était un cas d'école, avait été traité par les professionnels du secteur. Et c'était ça que je trouvais intéressant. Parce que, selon moi, c'est pas le seul cas. Potentiellement, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, etc. Donc, les décisions qui ont été prises ou les situations compliquées, autant pour les victimes évidemment, mais pour tous les gens qui se sont retrouvés plus ou moins proches de cette histoire, les dilemmes moraux que ça entraîne, etc. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant, de se dire, pas dire c'est bien ou pas bien ce qui a été fait, mais de dire voilà ce qui s'est passé, voilà les décisions qui ont été prises. Et n'attendons pas la suite, comme toujours, pour se questionner de qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, est-ce que ce qui a été fait était la bonne solution, qui, je le rappelle, était d'invisibiliser totalement l'histoire, ou est-ce qu'on ne peut pas justement mettre des garde-fous, demander de l'aide à des associations dont le but est justement de recueillir la parole, mais aussi de proposer des solutions, etc. quoi. Donc nous, notre angle, c'était ça. C'est pour ça que je voulais pas aller sur le côté, on va dire, des victimes, etc. Le côté entre guillemets criminel. Je sais pas si c'est le bon terme, mais oui, pénal, quoi. Est-ce que tu veux réagir Ouais, alors je vais parler vraiment de mon point de vue de Paul Gara, le point de Paul Gara, parce que tu comprends bien que étant présidente de l'association Safe in Game, j'ai aussi accès à des informations que j'ai pas du tout raison de partager. Il y a plusieurs aspects là-dessus. En fait, il y a toujours considérer. En fait, je reprends, pardon. C'est une posture qui n'a rien à voir avec la partie pénale, le volet pénal, et qui est de savoir est-ce que par principe, on croit les victimes ou pas.
Je pense qu'on a dans l'actualité en ce moment une affaire énorme où je pense qui est quand même l'effet d'une bombe, qui peut-être, je pense, réveille encore un petit peu les consciences si déjà on en avait besoin en France, parce qu'on a quand même un palmarès dans ce domaine qui est quand même pas mal. Donc c'est une posture que chacun prend, qui n'est pas une posture judiciaire, qui n'est pas une posture pénale. Nous ne sommes pas juges de toute façon. C'est la justice qui a la charge de la présomption d'innocence. Ce ne sont pas nous en tant que citoyens. La question est de savoir si on veut accorder notre temps et notre énergie à soutenir les victimes, à accueillir leurs paroles. Parce qu'on rappellera quand même que personne, il n'y a aucune victime qui a quelque chose à gagner à de fausses accusations. Je veux dire, toutes les statistiques le montrent, c'est plutôt l'inverse. Toutes les carrières brisées, on les connaît. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc la première chose aussi, c'est de ne jamais agir sans l'accord des victimes. C'est-à-dire effectivement pour les nommer, parce que le problème souvent c'est qu'on te demande les faits, et donc c'est aussi réveiller des souffrances pour ces personnes. C'est des sujets qui sont éminemment compliqués pour se reconstruire après quand on a été victime. Donc ça c'est aussi un aspect très important en fait de respecter la parole des victimes. Ensuite parler du sujet, là encore je vais dire qu'il y a une énorme différence culturelle. Aux États-Unis, il n'y a aucun doute, c'était dégagé immédiatement. Enfin, je veux dire, c'est le sujet et il y a eu d'ailleurs un cas avec un des fondateurs de, je crois que c'est GMT. Il y a le cas GMT, mais il n'a pas été dégagé. Il a été dégagé le temps de sa peine de prison. Et il y a une autre personne qui travaillait avec Rob Davio chez Restoration Game, qui a été accusé de violence sur sa conjointe, qui a été dégagé immédiatement de l'équipe. Et ils se sont pas posé de questions métaphysiques de savoir ce qu'avait à dire le juge, parce qu'en plus il faut voir que le temps de la justice c'est un temps très très long. Alors déjà, il faut que les plaintes aboutissent. On va pas revenir sur entre le nombre de plaintes déposées et les classements sans suite, en fait, parce que qui ne sont pas une reconnaissance de l'innocence de la personne, mais juste l'idée qu'on n'a pas assez d'éléments matériels pour justifier une procédure pénale. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, un classement sans suite peut toujours être réouvert en cas de nouvelles preuves. Je ne sais pas si vous avez vu récemment sur ce sujet une interview d'un juge d'instruction, je pense, qui parlait à propos de l'affaire de la petite fille qui a été assassinée. Voilà, j'avais peur d'écorcher le prénom, pardon, qui expliquait qu'il a classé sans suite plein d'affaires dans lesquelles il était persuadé que les victimes étaient effectivement victimes. Donc maintenant, une fois t'as entendu un juge d'instruction dire ça, relativise quand on te dit qu'il y a eu un classement sans suite. Voilà, peut-être se poser un peu des questions. Et c'est des sujets qui sont compliqués aussi à traiter parce que il y a le problème de la diffamation, qui est un sujet et qui une plainte en diffamation est beaucoup plus rapide à traiter qu'une plainte pour violence sexuelle ou sexiste. Et de fait, la personne qui va parler, elle a beaucoup plus de chances de se faire condamner pour diffamation, pour nuisance à la réputation, etc. Parce que si derrière il y a un classement sans suite, il n'y aura rien en fait pour elle la rétablir dans sa parole. Oui, de toute façon, on ne peut pas, et ça peu importe le sujet, on ne peut pas en parler sans avoir les éléments pour justement ne pas être en diffamation, quoi. Donc de faire ce travail-là de recherche, des fois ça prend du temps. Il y a d'autres affaires, par exemple, sur lesquelles on ne peut pas en parler à cause de ça, parce qu'on ne peut pas corroborer certains éléments ou parce que ça ne concerne pas directement le monde du jeu. Par exemple, moi, c'est c'est un élément que je vais prendre en compte, c'est est-ce que c'est dans le monde du jeu ou est-ce que c'est juste quelqu'un du monde du jeu, mais que c'est une affaire qui concerne en dehors. J'estime à ce moment-là que c'est pas à mettre d'intérêt général pour le monde ludique. Donc en tout cas, j'essaye de faire ce travail-là. Et tout à l'heure, on parlait de GMT Games. Alors j'ai oublié le nom de la personne, donc qui est toujours en poste actuellement, et qui a été condamné donc à 4 ans de prison au début des années 2000 pour agression sexuelle sur mineurs. Et puisqu'en fait, la distinction entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis tout est en ligne. Et d'ailleurs, si on tape encore son nom dans les outils de recherche pour voir si ton voisin est fiché
comme prédateur sexuel. Il est toujours fiché comme prédateur sexuel, voilà, depuis 25 ans. Et c'est d'ailleurs une question intéressante en tant que média. Est-ce que quand on parle d'un jeu GMT Games, est-ce qu'on doit rappeler qui il est, ce qu'il a fait, ou est-ce que c'était il y a 25 ans et en fait, en réalité, est-ce que c'est pertinent ou pas, quoi? Qu'il a purgé, lui, une peine de prison, ce qui rebat aussi un petit peu les cartes. Là, on parle de sujets extrêmement graves sur les violences sexuelles et sexistes. On peut parler de... Alors, je veux pas faire de hiérarchie je n'aime pas faire de hiérarchie là-dedans, mais après, on peut aussi se poser la question de tous ces contenus sexistes qui, là, pour le coup, on a tous la preuve sous les yeux, où personne n'en a manifestement rien à foutre dans le monde du jeu, ou en tout cas ça les aimait pas, puisque les éditeurs continuent d'aller, par exemple, dans les émissions de Maxildan, qui, alors je le rappelle, tapez Maxildan malaise sur YouTube, et puis vous aurez un florilège de ses meilleurs propos. Il a été épinglé dans un article de Mediapart. Il y a pas si longtemps, il organise un dîner au mois de Noël, pour la période de Noël, avec à une table, on a 4 hommes invités, blanc bien sûr, Maxildan et son compère Rofelos, et on a 2 femmes qui les servent à table. Bon, on peut quand même légitimement se poser si en 2025 un dispositif pareil, c'est pas compliqué, c'est pas sexiste, c'est pas inadmissible. Et je me demande à quel moment on continue d'aller donner du crédit à des personnes qui ont des pratiques comme ça. Voilà, moi ça me sidère un petit peu, et que tout le monde a l'air toujours de mettre son mouchoir par-dessus, et que ça ne gêne pas parce que c'est une chaîne qui fait beaucoup d'audience, qui a beaucoup de followers, et puis ça pose pas de problème aux gens. Voilà. Est-ce que le silence n'est pas une protection pour le secteur? Vous en pensez quoi de ce silence, des fois, que ce soit médiatique ou même des professionnels qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, en fonction, se positionner sur ces sujets pareils? Vous, est-ce que, en tant que média, si par exemple vous ne relayez pas non plus et que vous restez dans le silence, est-ce que vous n'êtes pas un peu complice du coup de ça? Ben bien sûr qu'on est complice quand on relaie pas. Enfin, moi c'est mon point de vue. Moi je me sentirais complice. Moi ça me démange quand je vois des trucs. Moi j'ai la chance d'avoir aucun impératif économique derrière, donc c'est très facile. Je sais que c'est à une position très privilégiée. Mais quand je retombe sur les blagues de Joking Hazard, là, un jeu horrible où il y a une blague sur les tournantes qui est vraiment de super mauvais goût, que tu la fasses à 3h du mat sur ton canapé avec tes potes parce que t'as un peu picolé, c'est une chose. D'aller la publier dans un jeu de société, c'est quand même gênant. Et qu'en plus, quand tu vas sur le site de l'éditeur, on t'explique que si tu sais pas trop comment faire les questions, parce que ça peut être un peu, et tout le monde n'est pas super à l'aise, c'est pas grave, pour rendre ça plus drôle, t'as qu'à faire l'accent chinois. Bah, je suis désolée, oui, moi j'ai envie de faire un post où je leur dis, et que la réponse de Gigamix, c'est si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à enlever ces cartes-là. Waouh, enfin vraiment, tu dis, t'as le bingo de l'horreur. Et oui, donc là, ces moments-là, moi j'ai envie de pas être silencieuse. J'ai envie de l'afficher, que les gens aillent voir en fait que c'est pas des élucubrations d'exciter de la poêle asiatique. Non, il y a vraiment quand même des trucs qui sont problématiques. Et après, qu'ils se soient pas rendus compte qu'écrire sur un site internet, vous avez qu'à faire l'accent chinois, ce sera beaucoup plus drôle. Qu'ils se rendent pas compte que c'est raciste. Ok, peut-être ils sont tous blancs, ils sont pas sensibilisés à ces questions. Mais quand tu as des gens qui te le font remarquer, peut-être tu peux écouter la parole de l'autre. Hein, c'est comme quand tu représentes, tu dis que dans Brésil impérial, il y a un petit souci parce que l'auteur est notoirement en extrême droite et que les représentations des populations brésiliennes autochtones sont juste surréalistes et que peut-être c'est problématique, tu peux pas dire, tu peux juste dire, ok, je vais écouter, je vais au moins faire l'effort de l'écouter parce que moi je ne suis pas concernée. Par exemple, sur les questions liées à la colonisation, moi je suis une femme blanche, je n'ai pas la même sensibilité. De fait, par mon histoire, je n'ai pas été concernée directement. Donc, quand des personnes viennent me faire part de elles, comment elles ressentent les choses, comment elles le voient, j'essaie d'écouter. Peut-être on peut tous mal agir, on peut tous mal faire. Le seul truc, c'est, on peut s'excuser d'avoir mal fait. S'excuser, c'est pas une faiblesse, hein. D'ailleurs, c'est la preuve, hein, Macron ne veut pas s'excuser. C'est bien la preuve que s'excuser, c'est une bonne chose, en vrai. S'excuser, c'est un grand preuve d'empathie, d'intelligence, et d'acceptation de l'autre, en fait. Moi, je pense qu'on est dans un secteur économique et que une des premières choses du secteur économique, c'est de faire de l'argent, en tout cas de ne pas en perdre. Donc l'invisibilisation de tout ce qui peut être problématique, polémique, est par nature la première action à mettre en œuvre, tristement, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait ces sujets ne sortent pas ou ne circulent pas.
en dehors des gens qui savent. C'est-à-dire que quand on discute, il y a des tas de choses. Nous, par exemple, il y a plein de choses qu'on sait, mais qu'on ne peut pas on ne peut pas en parler, et c'est très frustrant. Mais parce que il nous faut, comme on l'a dit tout à l'heure, soit que les témoignages qu'on a eus, que les gens acceptent, qu'on les diffuse même anonymement, parce que c'est possible, soit acceptent de nous en parler. Parfois, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais sur des choses qui se sont passées dans le monde du travail. Là, on parle pas de VSS, mais de toxicité dans le monde du travail. Quand des années après, la personne avec qui est peut-être prêt à témoigner sur ce qu'elle a vécu, a encore les larmes aux yeux et les poils qui se dressent, et qui dit non, je peux toujours pas en parler. Bon ben, c'est très et humainement c'est dur, mais c'est très frustrant de se dire merde, il y a ce sujet qui est important. Parce que c'est le monde du travail aussi, ça nous concerne en fait, c'est notre loisir, et c'est normal que nous aussi on puisse être au courant de ce qui se passe des fois derrière les bureaux. Et là, je parle pas de dissension entre des droits d'auteur ou autre, ça concerne le monde pro, c'est pas ça le sujet quoi. Et je trouve pire les médias qui finalement ne se posent jamais ces questions-là. Pas forcément pour prendre position comme Paul Gara, parce que voilà, elle a choisi ça et elle le fait à sa manière, mais au moins pour dire ne soyons pas ceux aussi qui participent à cette invisibilisation. Je peux comprendre que sur certains sujets on soit pas à l'aise, on soit pas équipé, on soit pas formé, mais il y a des gens qui peuvent nous expliquer, qui peuvent nous aider à comprendre, ou on peut les inviter pour les questionner sur ce sujet. Et je trouve dommage que finalement, tout à l'heure on disait que dans une autre conférence, on parlait finalement de la surconsommation et que beaucoup de médias ne faisaient finalement que la promotion des jeux en tant qu'objet commercial. Et finalement, on a l'impression aussi qu'ils ont un intérêt, eux, à ce que ces sujets, ils n'aient pas à les traiter. Est-ce que, en tant que média, vous avez déjà ressenti de la pression dans le secteur pour pas sortir un article qui pourrait potentiellement faire du bruit? Est-ce que vous ressentez que c'est dur en 2026 d'être journaliste et d'écrire des articles qui peuvent potentiellement secouer un petit peu la fourmilière d'une tranquillité d'un secteur qui n'a, comme on l'a vu, pas forcément envie de s'exprimer sur certains sujets? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de situation? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'au contraire, ça vous motive encore plus à aller chercher les réponses à vos questions dans tout ça? Alors ça fait ni peur ni motive, mais oui, on a des pressions à tout niveau, que ce soit sur des sujets très graves, comme sur des sujets pas du tout graves. C'est-à-dire parler d'un jeu et dire quelque chose qui ne plaît pas. Je parle pas forcément d'une critique négative, hein, mais même d'avoir pas utilisé les bons termes, de pas faire l'acte commercial, peut-être de communication qui était prévu, peut nous attirer des foudres et parfois des messages houleux. Et sur les sujets forts, oui. Moi, je reprends l'exemple à l'époque de l'affaire Nostromo, où j'avais interviewé notamment l'auteur et les personnes qui avaient, alors je sais pas comment dire, qui avaient emprunté le prototype sans les droits. Oui, à ce moment-là, que ce soit eux d'un côté qui m'appelaient, que ce soit à l'époque, c'était que je dis Stéphane Bogard, je crois, donc de Edge et donc Studio Asmodée, avec les avocats qui parlaient de plaintes, etc. Donc oui, on reçoit régulièrement, plus le sujet va être tendu, ou plus le sujet amène les gens à dévoiler des choses qu'ils n'ont pas envie. Typiquement pour l'affaire SkyTeam, j'ai contacté plein de gens pour discuter, pour leur poser des questions, puisqu'ils étaient eux-mêmes, ils avaient fait des choix. Dans la vidéo, il y a plein de choses que je n'ai pas pu mettre parce que je trouvais que ça n'y rentrait pas ou que c'était pas assez corroboré. Mais des absurdités, des décisions qui peuvent être prises. Et donc oui, après, tout à coup, alors qu'avant on pouvait discuter avec toi, échanger, être content de faire des interviews, tout à coup tes mails restent sans réponse. Moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui pendant un certain temps ne m'a plus serré la main, etc. Donc oui, il y a toujours une forme de pression, or qui parfois je la trouve nécessaire
parce que ça veut dire qu'on a bien fait notre travail et parce que ça veut dire qu'on n'est pas non plus un homme sandwich. Donc, en tant que média, je n'ai pas à faire plaisir aux gens que j'interroge, ou je ne suis pas là pour faire leur communication. Si j'ai envie de parler d'un jeu 6 mois après la sortie, ça me regarde, et tant pis si ça leur déplaît, etc. Donc moi, je me considère comme ça, mais voilà. De la pression du secteur, jamais. Enfin, en tout cas, pas pour le contenu du podcast. Déjà, moi, je fais pas de review, donc c'est très confortable aussi. Hein. Ça m'élimine tout un pan de problèmes sans nom. Parce que j'ai pas le temps d'être dans l'actualité, c'est impossible, et puis j'ai pas envie. Il y a déjà bien trop qu'ils font. Donc non, de la pression sur d'autres sujets plus personnels, oui, mais je rentrerai pas dans les détails ici. Plus lié à Safe in Game, on va dire. Mais pas tant du secteur en tant que tel. En revanche, ce que j'ai déjà observé, c'est vraiment sur le traitement plus des jeux. Les éditeurs n'ont pas besoin de faire de pression puisqu'ils ont ce magnifique réservoir de personnes qu'on appelle communément les fanboys qui viennent te faire chier, pour parler très vulgairement, si t'as dit que tel jeu était pas bien et tout. Et donc alors ça c'est sûr et certain. Pour avoir fait un podcast qui s'appelle le coup critique avec le Pionfesseur, le jour où on a dit, alors quand on disait du mal d'un obscur jeu fait par un Canadien ou un Polonais, personne n'en avait rien à faire. Le jour où on a dit du mal d'un jeu fait par des auteurs français et un éditeur français, je peux te dire que là on a eu un déferlement, mais pas de l'éditeur, pas des auteurs, hein, de toute une petite communauté de fans qui l'a très mal vécu. Donc oui, ça a été une pression quand même parce que enfin t'as pas envie de faire ça en fait, de répondre à ces gens-là, t'as pas envie de lire ce genre de messages, surtout quand en plus c'est des messages de gens qui ont pas vraiment écouté ou qui ont rien compris, qui extraient. Bon, voilà, je peux pas, on le fait tous aussi, mais là, oui, ça a été quand même un peu plus dur. Je l'ai dit, hein, d'ailleurs, hein, et à un moment, j'ai pas envie de faire le service après-vente. Voilà, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Mon temps est trop précieux pour que je passe du temps à répondre à ce genre de messages. Je vais terminer cette conférence sur une dernière petite question sur un gros sujet quand même. Ça me semble important d'en parler avant de terminer. La femme dans le monde du jeu. Qui est malheureusement très peu représentée dans le secteur, dans le milieu. Vous, en tant que média, qu'est-ce que vous faites pour justement essayer de mettre en avant ces femmes qui sont auteurices, illustratrices, des fois même dans le monde de l'édition, et qui sont invisibilisées, en tout cas très souvent, et très peu relayées, et des fois même quand il y a des co-autrices sur un jeu, des fois complètement effacées pour laisser place à l'auteur peut-être un peu plus célèbre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place avec vos médias pour justement mettre en avant ces femmes? Bah déjà, moi j'ai fait un podcast où c'est moi la chef et je suis une femme, donc déjà pour commencer, voilà. Donc j'ai pris le pouvoir et il y a j'utilise le féminin générique au maximum pour aussi habituer à l'idée que non, le masculin générique n'est pas une fatalité et qui n'est pas forcément apte à représenter tout le monde. Et c'est bien la preuve qu'utiliser un genre plus qu'un autre a une incidence, puisque les hommes, quand on utilise le féminin générique, le vivent très mal. C'est bien que ça avait de l'importance finalement. Et ensuite, j'essaye de aussi participer à des tables rondes sur le sujet. Sur ce sujet, j'en ai fait une à Liège à l'initiative d'Élodie Clémence sur la place des femmes, où on rappelle que par exemple dans une étude, alors qui est un petit peu ancienne maintenant, ils avaient analysé les couvertures des jeux de BGG, et les aliens et les animaux sont plus représentés que les femmes. Donc voilà, pour rappeler quand même un petit peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aliens dans la rue, en tout cas beaucoup plus que de femmes. Donc voilà, pour rappeler un petit peu aussi ce genre de choses aussi, le fait que les femmes sont souvent relayées effectivement au co-autorat, plus aux jeux enfants, souvent. Et que voilà, on va beaucoup plus les associer à cela parce qu'on a des stéréotypes de genre, bien sûr. À titre perso, j'ai la grande fierté d'avoir interviewé Elisabeth Hargrave, qui je pense est une figure majeure qui a énormément changé la donne, parce qu'elle a gagné un Kennerspiel avec un jeu dont elle est autrice toute seule, qui est un jeu qui a pour moi une influence notable. Pas tant mécaniquement, mais parce que d'abord il a initié tout un courant de jeu sur ce thème-là, d'une nature un peu réaliste et pas fantasmée. Et puis parce que c'est une femme qui a pris son rôle de superstar du jeu
à bras le corps, et elle-même, elle est militante. Elle a une liste des autrices sur BGG, elle a aussi une liste des autrices racisées sur BGG. Elle utilise son statut pour aussi battre en brèche les stéréotypes, les idées reçues. Donc ça, c'était une grande fierté à titre perso de pouvoir la rencontrer. Et voilà, en fait, je pense que c'est de parler des sujets, d'essayer de faire participer le plus de femmes possible. C'est pas toujours évident, hein, mais en fait, quand on cherche, c'est toujours la question de la politique des quotas. Hein. On prend pas une femme incompétente pour remplacer un homme compétent. Non, on se force à aller chercher les femmes compétentes qui d'elles-mêmes ne vont pas forcément se mettre en avant parce que on le sait, il y a des études qui le prouvent. Une femme, elle se sentira toujours, il faut qu'elle soit à la perfection pour oser faire quelque chose, là où un homme moyen n'a pas de doute, puisqu'il peut faire atterrir un avion sans problème, voilà, à 54%. Oui, il y en a même d'ailleurs qui ont même pas le truc de vol. J'ai vu ça aux États-Unis pendant 25 ans, un commandant de bord qui avait même pas sa licence. Bref. Mais oui. Ben, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est toujours une question, comme tu disais. Nous, on ne s'impose pas de parler ou d'inviter des femmes. On prend toujours les plus pertinents sur les sujets qu'on veut traiter. Et il se trouve que sur beaucoup de sujets, ben, on trouve des femmes qui sont là. Donc, ben, on les invite. Voilà. Nous, c'est comme ça qu'on réfléchit, justement pour changer notre manière de pas tomber dans le cas de la liste de chercheurs qui sont toujours les mêmes, quoi. Ici, par exemple, au festival, on a Collective Adventure, qui est un éditeur de jeux, et je devrais dire une éditrice, puisque c'est Laura de Gracia. Donc voilà, donc il y a des femmes qui sont aussi éditrices. Et rares, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, puisqu'il y a encore, les métiers sont assez genrés, hein, quand même, ce qu'on peut trouver. Donc je pense qu'il est important, c'est ça, c'est pas forcément, enfin, là je parle pour moi, hein, de faire des quotas ou ce genre de choses, mais plutôt de se dire, ben, en fait, quand tu regardes dans les autrices qui ont fait des succès, et des succès commerciaux, mais où on parlait de Elisabeth Maggie tout à l'heure pour le prix Lizzie Maggie, donc la créatrice ou celle qui a l'origine du Monopoly, par exemple, qui a quand même, enfin c'était une inventrice, militante, féministe, mais elle a quand même passé de l'idée du jeu de loi, donc d'un parcours avec un début et une fin, à un parcours infini. Et rien que ça, de se dire ça, qu'elle a révolutionné, enfin toi, elle est la seule qui y a pensé, quoi. Donc oui, il y a des tas de créatrices qui ont des millions de ventes, qui sont derrière des jeux qu'on connaît tous, sans savoir que ce sont elles. Là où on va parler, si je claque des doigts, ça va être tout de suite du Bruno Catala, Jules Messot, etc. On sent, même s'il y a quand même, j'ai l'impression, un petit mouvement, de plus en plus, il y a un peu plus de place. Je pense vraiment qu'Elisabeth Argel, elle a été très très importante en termes de modèles, parce qu'en fait, on sous-estime l'importance des représentations et des modèles. On le voit très bien. Aujourd'hui, on a un problème en France sur l'accès des petites filles aux sciences, aux maths. Enfin, on a vraiment et on voit bien qu'il y a eu toute une tendance de parler des femmes inventrices, des femmes physiciennes, des femmes mathématiciennes, qui d'ailleurs souvent ont été volées dans leur travail. Enfin, on a quand même un nombre de vols, d'inventions, de découvertes. Et d'ailleurs, c'est le cas de Elisabeth Maggie, puisqu'elle a été le Monopoly tel qu'il a été commercialisé lui a été volé, littéralement, puisqu'à la base c'était un jeu militant pour à but politique. C'était pour soutenir la single tax. Donc c'était un jeu qui avait vraiment une portée socialiste. Donc voilà, et l'importance des représentations, montrer qu'il existe des femmes sportives de haut niveau, montrer qu'il existe des femmes physiciennes, montrer qu'il existe des femmes philosophes, montrer qu'il existe des femmes autrices et qui peuvent y arriver sans l'aide d'un homme. Et ben c'est aussi comme ça qu'on donne assez de on fait de l'empowerment, en fait. Voilà. On va donner à d'autres femmes l'idée que, après tout, pourquoi pas elle aussi. Et c'est vraiment ça. Et les représentations, et par exemple sur l'usage du vocabulaire, sur l'usage du féminin générique, les études prouvent que le fait d'utiliser le féminin générique, je ne dis pas
Parce que l'écriture inclusive, en fait, c'est tout. Hein. Ça regroupe plein de méthodes. Mais plus que le point médian, etc., utiliser le féminin générique, c'est la méthode la plus efficace pour changer les représentations et pour avoir une vision plus inclusive des métiers, des activités, des représentations. Donc, ça, c'est vraiment important, je pense. Après, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, peut-être on a le droit d'en avoir rien à foutre. Enfin, je veux dire, ça, c'est toujours pareil. On choisit aussi ses combats. Hein, mais donc voilà, c'est un peu pour ça. Il y a un mouvement aujourd'hui, et on voit de plus en plus d'autrices qui s'emparent de ça. Enfin, on peut penser aussi même dans les éditrices. Hein, on a quand même Sophie Gravel qui est quand même un énorme succès. On peut penser. Moi, je suis très intéressée par le travail d'Amabel Hollande, qui est éditrice, autrice, qui a une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation sur des sujets très passionnants. C'est des figures comme ça aussi qu'il faut promouvoir, en fait. Complètement. Merci beaucoup à tous les deux pour cette super conférence. Vous avez passé un bon moment. C'était top, ouais. Oui, très bien. Merci. Parfait. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cette discussion t'a plu et que tu souhaites approfondir un peu plus le sujet, je t'invite à aller voir notre vidéo sur Fashorama, le jeu de société qui a fait polémique jusqu'aux plus hautes sphères de l'État.